Bonsoir à tous, nouveau journal, nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres de ce lundi 25 novembre. Après 3 mois, le Grenelle des violences conjugales a pris fin aujourd'hui en cette journée mondiale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. La réaction aux annonces gouvernementales du collectif Nous Toutes 78. L'occasion aussi de revenir sur la marche organisée samedi à Paris. Le e-sport fait des adeptes avec plus de 7 millions de joueurs réguliers en France. Une journée dédiée se déroulait ce lundi au campus des Mureaux. Conférences, démonstrations et pratiques. Le département des Yvelines y a emmené des classes de 5e. Et puis elle a pour vocation de créer un réseau solide entre les startups et entreprises du territoire. La French Tech Paris-Saclay faisait sa première soirée en fin de semaine dernière. C'était en clôture du Sky Business Day au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. On présentera tout à l'heure aussi la 4e conférence du club Climat-Énergie demain à Guyancourt et ce qu'il faut retenir de l'actualité sportive du week-end à suivre dans ce journal. 138 féminicides commis depuis le début de l'année. Ce 25 novembre, c'est la journée mondiale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Date retenue par le gouvernement pour clôturer son Grenelle des violences conjugales qui a duré 3 mois. Bonsoir Anne Génaud. Bonsoir. Vous êtes l'une des cofondatrices du collectif Nous Toutes 78. On va parler avec vous bien sûr de cette marche qui a été organisée samedi à Paris et qui a rassemblé plus de 50 000 personnes dans les rues de la capitale. Mais d'abord le bilan, la réaction aussi aux annonces du gouvernement qui ont marqué la fin de ce Grenelle. Le Premier ministre Édouard Philippe a dressé une 50aine d'annonces aujourd'hui. Parmi les principales à retenir, l'ouverture de centres de prise en charge pour les conjoints violents. L'État va cofinancer à hauteur de 50% 2 sites dans chaque région. La suspension de l'autorité parentale des pères violents. La notion d'emprise aussi qui sera inscrite dans les codes civils et pénals. Offrir la possibilité aux médecins de déroger au secret médical en cas de danger de mort. Enfin, former les enseignants sur l'égalité entre les filles et les garçons. C'est une série d'annonces qui seront soumises aux députés à l'Assemblée nationale et qui s'ajoutent en fait à celles faites au début de ce Grenelle, notamment des places d'hébergement d'urgence, la création de procureurs référents. Beaucoup d'annonces, en somme, Anne Génaud. Est-ce que tout de même ce n'est pas satisfaisant ? Nous toutes appelés ce soir à Paris à un rassemblement, une action éclair. Ça veut dire que vous n'êtes pas satisfait de ces annonces ? Non, il y a une grande déception de la part de nous toutes et de toutes les associations féministes, car ces mesures vont dans le bon sens, bien sûr, mais déjà elles sont incomplètes. Et puis, aucun budget supplémentaire n'a été prévu pour les mettre en œuvre. Alors qu'on sait bien que pour agir, il faut de l'argent. Alors, le Premier ministre a parlé de consacrer 1 milliard d'euros à l'égalité entre les femmes et les hommes, et ce sont 360 millions qui seront consacrés directement contre les violences faites aux femmes. C'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui. 360 millions, c'est ce qui était déjà le budget de l'année dernière. Malgré ça, il y a eu 138 féminicides, ce qui veut dire que si on garde le même budget, on aura le même nombre de meurtres l'année prochaine. Donc c'est totalement insuffisant. Et quand il parle d'1 milliard, en fait, c'est pluriannuel déjà, c'est pas pour une année. Et en plus, ça concerne toutes sortes d'inégalités, aussi bien en France qu'à l'étranger. Ce n'est pas uniquement dédié aux violences faites aux femmes, comme c'est le cas, par exemple, dans un pays voisin comme l'Espagne ? Oui, l'Espagne a vraiment une volonté très forte de mettre fin aux violences faites aux femmes. Ça a été efficace parce que des moyens ont été mis en œuvre. Ils ont justement débloqué 1 milliard d'euros. Ce chiffre de 1 milliard n'est pas un chiffre sorti du chapeau comme ça, c'est un chiffre qui a été émis par le Haut Conseil à l'égalité. Ça correspond à des mesures concrètes, chiffrées, et c'est vraiment ce qui serait nécessaire pour agir réellement. Et vous disiez des mesures incomplètes, qu'est-ce que vous demandiez en plus, justement ? Il y a une mesure à laquelle on est très attaché, c'est la formation dans les écoles. On aurait aimé qu'il y ait une politique, exactement comme pour la sécurité routière, pour former très jeunes les enfants à la non-violence. Parce que là, on parle de former les enseignants, il faut aussi former les jeunes, c'est ça ? Oui, on aimerait mettre en place un brevet de la non-violence pour apprendre aux garçons ce que c'est que le consentement, pour apprendre aux filles qu'elles ont le droit de dire non quand elles n'ont pas envie de dire oui. Et c'est très jeune qu'il faut apprendre ces choses-là aux enfants parce que une fois adulte, c'est quelquefois trop tard. Ça veut dire que si on dresse le bilan, on est à la fin de ce Grenelle des violences conjugales. De votre point de vue, en tout cas, il n'a pas servi à grand-chose ? Non, puisqu'aucun budget supplémentaire n'a été débloqué, ce qui veut dire qu'aucune action supplémentaire ne sera faite. Bon, les quelques mesures pénales ou autres juridiques sont intéressantes, bien sûr, mais sans argent, on sait bien que les associations ne pourront pas faire grand-chose de plus. Dans les commissariats, les gens sont débordés. On parle de 80
personnes supplémentaires pour mieux accueillir les gens. Dans un pays comme la France qui a presque 100 départements, ça fait même pas une personne par département, c'est insuffisant. Et voilà, on est très déçus au niveau du budget parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas une vraie volonté de changer les choses. Alors, 2 jours avant ce Grenelle, justement, Nous Toutes appelait à une grande mobilisation à Paris. Le résultat, plus de 50 000 personnes qui ont défilé dans les rues de la capitale contre les violences conjugales. Il y a déjà peut-être sur le chiffre. Oui, à Paris, c'est un organisme indépendant qui a chiffré à 50 000 le nombre de personnes à Paris. Oui, nous on pense plutôt qu'il y avait 100 000 personnes, plus 50 000 en province, donc un total de 150 000 personnes. Et vraiment, c'était impressionnant ce défilé qui s'est allé sur plusieurs kilomètres. Il fallait cette grande mobilisation. Il y avait vraiment énormément de personnes qui étaient là, de tout âge, toutes sortes de gens. Et des gens sont venus crier leur colère et leur tristesse. Et malheureusement, le gouvernement ne les a pas entendus, ne les a pas écoutés. Et nous sommes très très déçus. Et pourquoi l'organiser justement cette grande mobilisation 2 jours avant la fin de ce Grenelle? Quels étaient les objectifs? En fait, la date était choisie avant que le Grenelle soit annoncé. Ça correspondait en fait à la journée d'aujourd'hui contre les violences faites aux femmes. C'est pour ça que c'est le même timing. Mais donc cette mobilisation, c'était dans le but d'interpeller le gouvernement justement pour faire savoir que de très nombreuses personnes sont concernées et souhaitent qu'il y ait une politique de lutte contre les violences faites aux femmes. Et une journée qui faisait suite à la grande mobilisation déjà d'il y a un an qui s'était également déroulée dans les rues de la capitale. Dans le cortège, présence massive du collectif Nous Toutes 78. Oui, de très nombreuses personnes sont venues. Donc au niveau du collectif, nous avions organisé des départs groupés depuis 11 villes des Yvelines. Donc au total, 90 personnes s'étaient inscrites pour ces départs. Et ça a permis à des gens de se connaître et de marcher ensemble. Et c'était vraiment une très bonne ambiance. Et puis quand on a organisé plusieurs actions de mobilisation, ça nous a permis de rencontrer des gens aussi qui ne sont pas forcément venus à la manifestation, mais qui nous ont dit qu'ils étaient sympathisants de la cause. Et c'était l'occasion d'échanger à ce sujet. Et rien que la préparation de la réunion, de la manifestation, c'était vraiment déjà intéressant parce que ça a permis de rencontrer des gens. Il nous reste un peu moins d'1 minute. Le comité des Yvelines, on précise qu'il a été créé suite à la grande mobilisation d'il y a un an. Voilà, il y a des rencontres qui sont nées de cette mobilisation. Son objectif pour le comité, c'est d'organiser des actions, des animations au niveau local, c'est ça? Oui, alors comme le gouvernement ne fait pas ce qu'il devrait faire, Nous Toutes est déterminés à prendre le relais et à intervenir dans les entreprises, dans les écoles, dans la rue, partout dans les familles, pour justement sensibiliser les gens, pour les motiver à refuser la fatalité et à faire évoluer les mentalités. Et on retrouve toute l'actualité, toutes les informations sur le comité local de Nous Toutes, sur la page Facebook qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Anne Génaud. Nous sommes sur Instagram également. Sur Instagram également, le message est passé. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Et je rappelle que vous êtes l'une des cofondatrices de Nous Toutes 78. Merci. Et concernant les violences faites aux femmes, vous retrouverez mercredi un reportage au sein du portail de signalement de ces violences. Ce portail a été inauguré, pour rappel, il y a un an au commissariat de Guyancourt. Et dans l'actualité locale de ce lundi, une journée dédiée au e-sport au campus des Mureaux. 3 classes de 5e rencontraient des streamers et des youtubeurs spécialisés qui en ont fait leur métier. Et l'occasion d'aborder avec eux les contraintes de cette profession où il est difficile de se faire une place. Mathilde Demilly pour le reportage. Apprendre à streamer, mais aussi comment jouer en réseau. C'est avec Trixie et Napo, youtubeurs et streamers, que les élèves de 5e vont s'entraîner sur la plateforme Twitch, qu'ils utilisent tous les jours avec leur communauté de 50 000 et 766 000 abonnés. Moi, je vais animer un atelier streaming, donc je vais apprendre aux enfants tout ce qui est gérer son image, tout ça. Je vais leur apprendre les bons côtés, comme les mauvais côtés, parce qu'il faut aussi... pas se voiler la face, c'est un beau milieu, mais il y a aussi des choses, des mises en garde, en fait, tout simplement, comme dans tout boulot, on va dire, surtout quand on est seul et qu'on doit se diriger seul. Et le reste, ça va être donc de la nutrition, l'e-sport, de la pratique. On va vraiment les mettre en condition aujourd'hui, en fait. Des ateliers qui ont conquis les collégiens qui rêvent à présent de devenir streamers professionnels. Depuis que j'ai 8 ans, je joue aux jeux vidéo, donc ça ne me dérangerait pas d'être streamer. Le matériel, c'est tout ce que je veux. Ça coûte trop cher et là je l'ai entre mes mains. Malgré tout, le métier de streamer reste compliqué avec des obligations comme faire du sport, avoir une bonne hygiène de vie, voire des professionnels de santé. C'est ce que ce professeur d'EPS souhaite que ses élèves retiennent. Un sport, c'est pas forcément très physique. Il y a des compétitions, donc ça peut s'appeler comme ça. Après, il n'y a pas... Tous les jeux ne sont pas uniquement assis, on a le jeu du fond où justement on est debout, on doit faire des mouvements, des squats en musique, etc. Il y a Just Dance aussi qui existe, il y a aussi des mouvements, donc il n'y a pas que ça.
Mais après, c'est vrai que le côté physique manque un peu aux élèves et ça joue un peu sur la sédentarité. En pleine expansion avec tous les jours de nouveaux jeux comme Fortnite, League of Legends ou encore FIFA, ce métier du futur séduit de plus en plus de jeunes qui se lancent sur le dur marché de YouTube. La dernière séance du Conseil départemental des Yvelines s'est tenue vendredi dernier à Versailles. Parmi les mesures adoptées par les élus, un financement exceptionnel pouvant aller jusqu'à 1,5 million d'euros pour reconstruire le chapiteau de Chanteloup-les-Vignes ou encore le Passe-Malin étendu désormais au département des Hauts-de-Seine. Fait rare, l'Assemblée a également retiré une délibération de son ordre du jour. Elle visait à accorder un financement de 17 millions d'euros pour le tram 13 et l'échangeur de Satori, un financement non obligatoire pour la Société du Grand Paris dans le cadre du contrat de plan État-région. Explication au micro d'Aurélie Ronce. L'État aujourd'hui, qui est en incapacité de payer sa part, nous a volé, je pèse mes mots en disant ça, nous a volé par un amendement scélérat à l'ensemble des collectivités d'Île-de-France, des départements et la ville de Paris, 75 millions d'euros pour financer la part du contrat de plan État-région, la part de l'État qui n'arrive pas à payer. Donc nous disons à l'État, si vous nous prenez de l'argent en plus pour financer votre part de ce contrat de plan, on ne voit pas pourquoi vous ne financeriez pas dans ce cas-là notre part. Dans un communiqué publié aujourd'hui, les 7 départements d'Île-de-France et la ville de Paris demandent l'abandon dans les plus brefs délais de cette mesure. Du côté de Guyancourt, un événement demain soir à la Batterie, une conférence débat sur le réchauffement climatique en présence de Jean Jouzel, le climatologue co-prix Nobel de la paix en 2007, viendra échanger avec le public et présenter le pacte finance-climat qu'il a imaginé avec Anne Essel et Pierre Larouturou. Début de conférence 20h30 à la Batterie. Toujours concernant le climat et toujours à Guyancourt, l'autoconsommation et le consommateur pour une meilleure transition énergétique. Le thème de la 4e conférence du club Climat-Énergie, c'est demain mardi dans l'après-midi sur le campus de Bouygues Challenger, le site de Bouygues Challenger. Et pour en parler, Xavier Delaporte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'animateur du club Climat-Énergie de Saint-Quentin en Yvelines. Déjà pour le présenter, c'est une association qui s'adresse avant tout aux entreprises. Alors, majoritairement aux entreprises, effectivement, on travaille avec les pouvoirs publics et les pouvoirs privés. L'idée du Club Climat-Énergie, c'est de pouvoir collaborer des réflexions qui viennent à la fois du monde économique et des entreprises, mais par rapport également aux besoins du secteur public, notamment en termes d'aménagement du ou des territoires en faveur de la transition énergétique. Et pourquoi c'est important d'avoir ce club pour donner aussi la possibilité aux entreprises d'échanger sur la transition énergétique? Pourquoi c'est un sujet qui est intéressant et important pour les entreprises, cette transition énergétique? Alors c'est l'un des sujets parmi les plus importants. On parle de transition numérique, mais on pourrait parler aujourd'hui de transition énergétique également, parce qu'il y a des sujets qui sont majeurs, tant du point de vue de l'innovation qu'aujourd'hui de la performance énergétique, et notamment donc par rapport à la facture, par rapport au coût de l'énergie. On sait tous très bien, on entend aujourd'hui parler que le prix de l'énergie augmente, et aujourd'hui essayer de répondre et de proposer des solutions vis-à-vis, alors par les entreprises, pour l'ensemble du secteur économique ou pour le secteur public et indirectement pour les habitants, c'est un effort qu'on doit tous faire aujourd'hui qui est nécessaire, de la même manière qu'on aura un effort à faire sur la pédagogie. Enjeu important avec forcément aussi beaucoup de réglementation qu'il n'est pas toujours aisé de comprendre. C'est aussi ça, c'est accompagner ces entreprises. Alors la loi change régulièrement. Pour exemple, la dernière loi énergie-climat vient d'être votée, elle a tout juste 10 jours, dans lesquels il y a différents thèmes, dont notamment un thème sur l'autoconsommation, qui est relativement compliqué parce qu'il y a beaucoup d'impact réglementaire. Et franchement, pour expliquer tout ça, je dirais à l'ensemble des usagers, mais également des acteurs économiques, c'est quelque chose qui ne se passe de manière facile. De notre côté, avec nos partenaires, on passe déjà du temps pour bien lire les textes, les comprendre. Je peux vous garantir qu'il y a des batteries d'avocats qui ont aussi le rôle d'essayer d'expliquer ça. C'est un exercice, c'est un vrai exercice, et nous on s'y attache. Et à partir de ça, on essaie de déduire les projets qui seront nécessaires, ou en tout cas qu'on pourra lancer. Et qui compose ce club Climat-Énergie de Saint-Quentin-en-Yvelines? Est-ce que c'est uniquement les entreprises du territoire ou aussi des territoires vraiment environnants? Alors aujourd'hui, c'est le club Climat-Énergie de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce sont très majoritairement, évidemment, des entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines. On ne se limite pas. Vous prenez quelques grandes entreprises qui sont plutôt nationales. Elles sont également membres du club Climat-Énergie. Ce sont par exemple des énergéticiens. On a besoin d'eux et on a besoin de leurs compétences. Donc elles apportent leur savoir-faire pour le territoire des Yvelines. Mais c'est vrai qu'on est un peu plus orienté sur
sur Saint-Quentin-les-Yvelines, sans pour autant nous interdire, et on l'a déjà fait, d'échanger par exemple avec Versailles Grand Parc ou avec la communauté de Paris-Saclay. Alors si on en vient à la conférence de demain, je rappelle le thème l'autoconsommation et le consommateur pour une meilleure transition énergétique. Un mot sur le thème déjà, de quoi sera-t-il question et pourquoi centrer sur ce thème demain ? Alors aujourd'hui, lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, on se pose toujours la question de la performance. Faut-il aujourd'hui, par exemple, prenons des panneaux photovoltaïques, nous produisons de l'énergie grâce aux panneaux photovoltaïques, qu'est-ce qu'on en fait ? Et l'une des questions aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que finalement on la revend ? Ce qui était quand même habituel. Et aujourd'hui, vu que les prix des panneaux photovoltaïques ont baissé, ça devient plus pertinent de l'autoconsommer. C'est-à-dire, en gros, utiliser l'électricité pour nos propres systèmes, pour nos installations, pourquoi pas demain, pour recharger nos propres véhicules électriques. Donc c'est un sujet qui est aujourd'hui qui devient mature et qui devient très performant et sur lequel on a souhaité concentrer une conférence demain sur ces thèmes-là, et en tout cas avec une volonté d'être pédagogique, d'expliquer ce que c'est, et puis d'essayer de présenter quels sont les tenants et aboutissants. Parce que c'est un sujet de plus en plus actuel, on l'a compris. Le programme de la conférence demain, qui débutera à 13h30 ? Alors le programme commence à 13h30, on aura en fait 2 tables rondes avec 2 experts. Une première table ronde plutôt où on expliquera les enjeux, la technologie et ce qu'est l'autoconsommation et l'autoproduction. Avant autoconsommation, il faut penser autoproduction. Et une deuxième table ronde où là, et ça c'est une vraie valeur qu'on met en avant au niveau du Club Climat Énergie, qui sera un peu plus orientée vers le consommateur. Le consommateur, c'est le consommateur qui agit en faveur de la transition énergétique. On ne peut pas faire aujourd'hui de transition énergétique si on n'implique pas l'utilisateur final et si on ne lui explique pas ce qu'il peut faire derrière. Et c'est une conférence qui, pour laquelle les inscriptions sont déjà closes, mais vous pouvez retrouver en tout cas toutes les informations sur le Club Climat Énergie, sur son site internet qui s'affiche, et aussi les prochains événements organisés par l'association. Merci à Xavier Delaporte d'être passé sur ce plateau, animateur du Club Climat Énergie de Saint-Quentin en Yvelines. C'était leur premier événement à Saint-Quentin en Yvelines. Justement, l'association French Tech Paris-Saclay a organisé une soirée jeudi dernier. C'était en clôture du Sky Business Day qui se tenait le même jour au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. Moment de rencontre entre les startups mais aussi avec les autres entreprises du territoire pour créer des synergies. Nicolas Dandry. C'est l'esprit start-up, se retrouver autour d'une partie de baby-foot ou de tennis de table, se détendre tout en faisant des rencontres pour le business, le principe de l'association French Tech Paris-Saclay. On est vraiment dans une démarche où, ok, c'est une ambiance sympa, mais on échange des cartes de visite, on essaie vraiment de trouver quelques points communs. Cette association veut rassembler les quelques 400 startups du territoire, du plateau de Saclay jusqu'à Versailles-Satori, en passant par Saint-Quentin en Yvelines. À Paris-Saclay, il y a une particularité c'est une constitution 2/3 de ce qu'on appelle le start-up deep tech, donc qui porte des sujets en rupture, souvent issus des milieux académiques ou de la recherche publique. Lancé le 4 juillet 2019, French Tech Paris-Saclay cherche à attirer des adhérents et des futurs partenaires. C'est un label qui est reconnu désormais même à l'international et donc c'est important pour nous de faire partie de cette communauté et de tout ce réseau de professionnels. La clé du développement économique, c'est la rapidité et l'agilité. Une start-up est par définition très agile. Par contre, elle est souvent un peu isolée et donc il lui faut du réseau. Pour toucher les grands groupes, il faut pouvoir être plus visible. Et avoir une association telle que la French Tech et avec des parrains qui soient des grands industriels du CAC 40, c'est un excellent moyen. Après le plateau de Saclay et le Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines, la prochaine soirée sera organisée à Versailles. Comme tous les week-ends, du sport au programme aussi dans les Yvelines. On va voir l'essentiel des résultats sportifs avec Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir Grégory. De la rédaction de TV78, le journaliste sport de cette rédaction. On commence par du rugby. Mickaël, la Fédérale 2, on n'était pas loin de la victoire pour plaisir. Pourtant, Plaisir avait mis tous les ingrédients pour réussir à remporter la victoire, mais une deuxième mi-temps de folie n'a pas suffi lors de la 9e journée de Fédérale 2. Après un premier acte dominé par Chartres 17-10, les rugbyman plaisirois se sont ressaisis en deuxième période devant leur public qui arrive à inscrire 2 essais, dont un à 2 minutes de la fin du match pour passer devant 24-17. Mais en quelques minutes, leurs espoirs de victoire s'effondrent. Chartres marque un essai de pénalité, puis arrive à inscrire une pénalité quelques secondes plus tard, score final 27-24 pour les visiteurs.
Il y a des faits de jeu, effectivement, des coups de pied qu'on envoie directement en touche, des choses non maîtrisées, quelques touches aussi qu'on quête, qu'on n'a pas, 2-3 ballons qui nous manquent énormément, forcément. À 24 partout, on loupe 2 pénalités pour gagner, effectivement. Bon, eux, ils la mettent. Ouais, ça s'est joué à 2-3 faits de jeu sur la fin. Et malheureusement, ça tourne contre nous, encore une fois. Faites plaisir se retrouve désormais à la 10e place du classement de Fédéral 2 avec seulement 2 victoires au compteur. L'équipe se retrouve en danger pour la suite de la saison. Forcément, on va pas mettre la charrue avant les bœufs et voilà, on va être humble. Encore une fois, on va travailler avec humilité et voilà, on va tout faire pour se maintenir encore une fois cette année. Pour se ressaisir et continuer à croire au maintien, les Plaisirois joueront sur le terrain d'Orléans le 8 décembre prochain, les derniers du championnat, Grégory. Du handball pour poursuivre, Mickaël, le championnat de National 2 féminine. Après une mauvaise série de 2 défaites consécutives, Montigny-le-Bretonneux se reprend. Les Illy-Montaines se sont imposées sur le terrain de patronage laïque Grandville sur le score de 23-19. La meilleure buteuse côté Montigny-le-Bretonneux se prénomme Delgado des Gracas avec 7 buts en 13 tirs. Avec cette victoire, l'ASMB handball pointe à la 5e place à 2 petits points de la première place détenue par Tôle Carantec. On termine par du football, ce n'est pas un résultat mais un match important à venir. Un agenda. Le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France de football a eu lieu la semaine dernière et Versailles, qualifié après sa victoire 3-2 face à Sainte-Marie à La Réunion, a été épargné. Le dernier représentant yvelinois se déplacera chez un club de National 3. Vire, ce tour est le dernier avant l'entrée en liste des clubs de Ligue 1 en 32e de finale. L'année dernière, Versailles s'était arrêté à ce 8e tour de la compétition contre Lens. On va croiser les doigts, pourquoi pas, pour une belle affiche contre un club de Ligue 1 avec nos amis de Versailles. Merci Mickaël pour ce tour d'horizon. Bien plus de résultats, des reportages et des annonces aussi d'événements sportifs à suivre dans votre émission 7-8 Sport. Le 7-8 Sport, c'est dans quelques minutes sur TV 78. Page culturelle à présent dans ce journal avec d'abord cet événement qui se déroulait à Élancourt. Le Salon du Livre revenait à la Commanderie dimanche pour une 3e édition. Ça se passait donc à la Commanderie, je l'ai dit, et organisé par l'association des Amis du Passé d'Élancourt. Environ 70 auteurs étaient présents avec également des éditeurs. Un événement qui a un thème prédominant chaque année. L'interview est au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Nous avons choisi comme thème aventure, nature et découverte. Et donc, là, comme d'habitude, une 70 auteurs, sachant que le président d'honneur est M. Franceschi, qui a eu le concours des nouvelles. Et hier soir, il y a eu un partenariat aussi avec le Ciné 7, puisqu'il y a eu 2 documentaires qui ont été présentés, qui étaient formidables, sur la boudeuse et sur les aborigènes de l'île de la Pentecôte. Ce week-end, il y avait également une nouvelle édition de Fête de l'Histoire. Cette année, les archives départementales se sont associées au musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines pour s'intéresser au lieu de vie. Marilène Yapichino et Patrick Jacques de Dixmude. Reconstituer la cité des Dents de Scie de Trappes avec une maquette, colorer une fresque sur l'histoire des Yvelines. Pour cette journée spéciale Fête de l'Histoire, les archives départementales ont organisé plusieurs ateliers dans la découverte de leurs activités. Cette année, nous avons dédié la journée au territoire, à son lieu d'habitat. C'était l'occasion de découvrir les ressources dont nous disposons sur ce sujet et puis aussi de permettre au public de découvrir la ville de Saint-Quentin sur laquelle nous sommes implantés au travers de parcours, de visites, de jeux de piste et de maquettes qui sont disponibles chez nous. Pour cette édition, les archives se sont associées au musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines. Ils ont proposé des visites de quartier et un stand avec notamment des jeux pour enfants. Les 2 entités se complètent pour faire découvrir l'histoire locale au public. Par exemple, au musée, il y a tout ce qui est carte postale ou visite, et aux archives, il y a les maquettes du quartier en question. Donc on peut vraiment travailler en complémentarité l'un avec l'autre. Thématique centrale, le territoire et les lieux d'habitat. Une façon pour les visiteurs de redécouvrir leur ville. Je ne suis pas venu chercher quelque chose en particulier, je suis venu voir comment les gens travaillaient ici, de voir quels matériaux ils utilisaient pour faire leurs recherches, parce que moi c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé, l'histoire d'un lieu, l'histoire d'une ville, l'histoire des gens aussi, et s'il y a bien un endroit où on peut voir ça, c'est aux archives. Dernière photo avant de partir avec des cartes postales anciennes pour garder un souvenir de cette journée et du passé. Pour refermer ce journal, souvenez-vous, elle a été installée en octobre à Guyancourt. L'œuvre Le Rocher en granit avec bras, lièvre et banc a été inaugurée ce week-end. Cette sculpture de 20 tonnes est le choix d'une dizaine de commanditaires habitants du quartier du Pont du Routoir. Une nouvelle fois, Patrick Jacques de Dixmude accompagné de Mélanie Poquet.
Un rocher comme dernière pierre, comme un symbole du réaménagement du pont du Routoir. Le rocher en granit avec bras, lièvre et banc a été choisi par une dizaine de commanditaires. Il y a eu tout le processus au travers notamment de la Fondation de France qui était présente et représentée ce matin. Et puis surtout, ce qui était important, c'est d'associer les habitants du quartier au travers de ce dispositif, les nouveaux commanditaires. On travaille énormément actuellement justement sur l'art urbain et sur la rénovation et l'entretien de cet art urbain, parce que je pense que c'est tout à fait l'image d'innovation, de création de Saint-Quentin en Yvelines, et il faut garder cette identité-là. Une œuvre de 20 tonnes qui conclut un processus de 3 ans. Elle s'intègre au cœur de 5 hectares de terrain où se mêlent 500 logements, une clinique, une résidence hôtelière et des équipements publics. C'est aussi encouragé par le ministère de la Culture dans le cadre d'une démarche qui s'appelle Un immeuble, une œuvre, qui encourage les opérateurs, les promoteurs, les aménageurs à insérer de l'art dans les nouvelles constructions ou dans l'aménagement des nouveaux quartiers. Pensée par les artistes Daniel Devar et Grégory Jiquel, l'œuvre est dotée d'un banc pour accueillir les passants. À la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Belle soirée sur TV78.